Bien, nous accueillons aujourd'hui Madame Lulu Nrama-Monjissou, point focal national de Madagascar pour le protocole de Nagoya. Merci de vous joindre à nous pour cette interview destinée à une conférence sur la PAH à Montpellier. Bonjour, merci de m'avoir invité pour cette interview, pour participer dans la conférence que vous organisez. Merci. Madagascar a promulgué en 2017 un décret relatif à la mise en œuvre du protocole de Nagoya qui réglemente l'accès aux ressources génétiques. Pouvez-vous nous dire quel a été le processus d'élaboration de ce texte? Et oui, il y avait donc le décret qui a été adopté par le gouvernement de Madagascar en janvier 2017, donc l'année passée. Le processus d'élaboration de ce décret pour la mise en œuvre du protocole de Nagoya a consisté essentiellement sur la consultation des parties prenantes. Certes, donc, c'est le ministère de l'Environnement, de l'Écologie et des Forêts qui assure le leadership donc pour la mise en œuvre du protocole et qui a initié donc le développement de ce décret pour une période transitoire jusqu'à la promulgation de la prochaine loi en matière d'accès et de partage des avantages. Dans le processus, il y avait un certain nombre de consultations qui a été donc menées par le ministère de l'Environnement, consultations auprès des différents départements ministériels, notamment la recherche, l'agriculture, la pêche et l'élevage. Et il y avait également donc des ateliers de consultation auprès de différentes parties prenantes dans le secteur privé, dans les communautés locales au niveau régional. Également les ONG, les intermédiaires, les institutions de recherche et les partenaires du développement, j'imagine. Tout a été consulté pour avoir donc leurs idées sur le contenu du décret et ce fut également l'occasion donc de leur faire connaître les enjeux du mécanisme accès et partage des avantages sur les ressources génétiques. Pouvez-vous maintenant nous expliquer rapidement les grandes thématiques de ce texte? Alors, le contenu essentiel du décret porte sur les modalités d'accès, sur le mécanisme de partage des avantages et sur le droit des communautés locales. Alors, dans les modalités d'accès, il y a une différenciation donc entre les accès à but commercial et les accès à but non commercial. Et pour le partage des avantages, il y a donc essentiellement le processus d'acquisition des consentements préalables en connaissance de cause, donc auprès des parties prenantes locales, régionales et nationales. Et ça aboutit donc à l'élaboration de ce qu'on appelle par conditions convenues d'un commun accord, qui est une sorte de contrat établi donc entre l'autorité nationale compétente chargée de la mise en œuvre du protocole de Nagoya, donc au sein du ministère de l'Environnement, et le demandeur de ressources génétiques. Donc c'est cette question des communautés locales et de leur connaissance, de leur pratique est importante pour acquérir leur accord et avoir des conventions comme vous les mentionnez. Je suppose qu'il y a un certain nombre de mécanismes et d'outils qui ont été imaginés. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ces outils? Eh bien, effectivement, la consultation des communautés locales est d'une importance particulière, étant donné que ils sont les plus riveraines des ressources génétiques et ils ont établi d'une manière ou d'une autre donc des méthodes de conservation et de gestion de ces ressources génétiques. Donc, il faut absolument avoir leur consentement avant d'accéder aux ressources génétiques. Donc, la procédure demande ce consentement préalable en connaissance des causes de ces communautés locales. Pour cela, la consultation se fait par l'utilisation d'outils spécifiques qu'on a développés et ce qu'on appelle par protocole bioculturel communautaire. Ces protocoles donc sont établis conjointement, étroitement avec ces communautés locales, soit donc des communautés locales de base organisées en VOI, en malgache, donc un regroupement particulier donc d'adhérents à des mécanismes de transfert de gestion donc des ressources naturelles de l'administration forestière vers les communautés.
Et c'est étendu également vers le FUCNUL parce qu'il y a des membres du FUCNUL, donc de la population, qui ne sont pas adhérents à ces comités spécifiques. Et là, donc, il y a des assemblées générales qui établissent donc le processus de prise de décision, le processus de mécanisme de partage des avantages et le processus de collecte ou de ramassage de ressources génétiques. Dans ce protocole bioculturel communautaire, un point très important à considérer porte sur la considération des us et coutumes, des traditions. Donc, pour cela, donc, il y a lieu de considérer également les formes d'autorité traditionnelles locales qui détiennent donc les connaissances et qui détiennent le pouvoir donc sur la gestion des communautés entières et des ressources locales. Alors aujourd'hui, quelles difficultés rencontrez-vous et quelles sont les contraintes auxquelles il va falloir faire face pour la mise en œuvre de cet accord et ce protocole? Oui, effectivement, il y a des difficultés qu'on rencontre pour la mise en œuvre du protocole de Nagoya à Madagascar à ce jour, étant donné qu'on est en train de gérer un changement. Un changement parce que si avant les collectes étaient relativement libres, les collectes de ressources génétiques, également l'exportation, certes il y avait des textes en vigueur mais qui n'ont pas respecté notamment le principe du partage des avantages qui en sont tirés. Maintenant donc il y a un changement à gérer auprès des différentes parties prenantes, ne serait-ce qu'au sein du ministère de l'Environnement, de l'Écologie et des Forêts. Il y a lieu de faire connaître, de vulgariser les nouveaux principes donc relatifs à la mise en œuvre du protocole de Nagoya au sein des différentes directions, aussi bien au niveau central qu'au niveau régional. Également, au niveau des opérateurs, il y a un travail laborieux à faire en matière de vulgarisation. Parce qu'il y a des opérateurs qui ont déjà opéré sur l'exploitation des ressources génétiques à Madagascar, mais qui ont suivi donc des procédures tout à fait différente de celle qui est donc établie à partir du décret accès et partage des avantages actuellement. Donc il y a un travail laborieux, comme j'ai dit, à faire sur la vulgarisation, sur l'accompagnement et sur le renforcement de capacités. Alors un point qui me semble important dans le décret, c'est qu'il est indiqué que si des organismes de recherche extérieurs à Madagascar viennent mener des travaux dans le pays sur les ressources génétiques, il est obligatoire qu'ils le fassent en partenariat avec les institutions de recherche malgaches. Pouvez-vous nous dire pourquoi c'est un enjeu, selon vous, important et pourquoi cette particularité, je dirais, a été clairement exprimée dans le décret? Le secteur de la recherche est particulièrement important dans la mise en œuvre du protocole de Nagoya. Donc, sur les recherches basées sur les ressources génétiques de Madagascar, il y a lieu maintenant de voir comment assurer l'implication des chercheurs nationaux, des institutions nationales de recherche à Madagascar. Parce que auparavant, donc, nombreux sont les cas où les recherches s'effectuent donc à l'extérieur du pays et on n'a aucune retombée donc sur le développement de la connaissance, sur le développement de la technologie et sur le renforcement de capacités des chercheurs et des institutions nationales de recherche. C'est pourquoi donc dans le décret, on a mis cette obligation donc des institutions étrangères de recherche d'établir des partenariats clairs, transparents et pragmatiques donc avec les institutions nationales de recherche pour qu'on puisse donc apporter un peu plus donc sur les connaissances, sur la technologie et pour contribuer donc au développement de Madagascar à partir des résultats de la recherche. Oui, je ne doute pas que les institutions de recherche soient amenées à travailler ensemble pour cette question d'amélioration des connaissances, de renforcement des capacités des chercheurs de Madagascar. Mais qu'en sera-t-il lorsque ces recherches auront plus une vocation commerciale ou lorsqu'elles seront, par exemple, financées par le secteur privé qui souhaiterait tirer des avantages de l'utilisation des ressources génétiques? Là se trouve l'importance de l'enjeu sur le mécanisme du partage des avantages.
Parce que si les firmes ou les industriels donc tirent des avantages après la commercialisation des produits issus de l'exploitation des ressources génétiques via la recherche, il y a lieu d'assurer des retombées vers les gestionnaires de ressources locaux. Donc, il y a les communautés essentiellement qui assurent donc le maintien de ces ressources génétiques sur le terrain, mais il y a également donc les différentes instances que sont les administrations locales et les administrations nationales à considérer. Et pour conclure, quels sont selon vous aujourd'hui les enjeux portés par la mise en œuvre de cette réglementation? En termes de perspective, on envisage actuellement d'assurer une bonne gouvernance relative à la mise en œuvre du protocole de Nagoya. Bonne gouvernance qui se porte sur la définition des textes d'application effective du décret qu'on a établi l'année passée. Il y a également donc un projet d'élaboration de stratégie nationale, de politique nationale en matière du protocole de Nagoya. Comme j'ai dit dans les difficultés tout à l'heure, qu'il y a encore lieu d'assurer la vulgarisation, la sensibilisation, l'information et le renforcement de capacité des différentes parties prenantes à différentes échelles. Sur le plan technique, on envisage également de faire une sorte d'état des lieux ou d'un inventaire des ressources génétiques dont on dispose. Quelles sont les utilisations connues, les utilisations potentielles et quel est le marché auquel donc on pourra donc découler ces ressources génétiques à partir des travaux de recherche. Bien, je vous remercie beaucoup d'avoir consacré du temps à cette interview. Je vous souhaite bonne chance dans votre rôle de point focal national et à bientôt. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité et puis de m'avoir offert donc l'opportunité de parler de la mise en œuvre du protocole de Nagoya à Madagascar.